Il est 16h30, nous allons commencer à l'heure. Mes chers collègues, depuis près de 2 mois, notre commission d'enquête entend le témoignage de personnes qui ont joué un rôle dans le déclenchement ou la gestion par les services de l'État de ce qu'il est convenu de désigner par les termes d'affaire Cahuzac. Il est logique qu'elle entende également le principal intéressé, M. Jérôme Cahuzac. Je tiens cependant à souligner que l'objet de nos travaux est de faire la lumière sur d'éventuels dysfonctionnements dans l'action du gouvernement et des services de l'État dans la gestion de cette affaire. Et que, comme Mme le garde des Sceaux l'a rappelé dans le courrier qu'elle a adressé au président Claude Barthelone le 9 avril 2013, notre enquête, je cite, ne doit pas conduire à mener des investigations sur des aspects relevant de la compétence exclusive de l'autorité judiciaire et des services de l'État ayant pu intervenir à sa demande dans ce dossier. Je vous demande donc, mes chers collègues, de respecter ces principes lorsque vous poserez des questions à Jérôme Cahuzac. Je me verrai dans l'obligation de vous les rappeler si tel n'était pas le cas. Il me revient également de vous préciser que M. Cahuzac, ça s'adresse maintenant à M. Cahuzac, que l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 impose aux personnes auditionnées par une commission d'enquête de prêter le serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. M. Cahuzac, est-ce que vous voulez bien vous lever ? Levez la main droite et dire « je le jure ». Je le jure. Merci. Si cela vous convient, je vais vous laisser la parole pour une quinzaine de minutes, enfin le temps qu'il vous conviendra. Et je donnerai ensuite la parole au rapporteur, M. Alain Claes, pour un échange de questions et de réponses. Et j'inviterai ensuite ceux de nos collègues qui le souhaitent, j'en ai déjà 5 inscrits, à poser leurs questions. M. Cahuzac, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Je n'ai pas de déclaration liminaire à faire. Très bien. Donc, je vais donner la parole à Monsieur le rapporteur. J'ai quelques questions complémentaires par rapport aux questions posées par notre rapporteur. Je reviens à la question du formulaire 754. Vous avez répondu tout à l'heure à notre rapporteur que vous n'avez pas répondu très précisément. Donc, j'ai 2 sous-questions à vous poser sur cette question. Premièrement, pourquoi vous n'avez pas répondu à cette demande? Et deuxième question, est-ce que vous avez informé Pierre Moscovici de votre non-réponse? Parce que j'ai cru comprendre sur la deuxième question que c'était négatif, mais la première question, vous n'avez pas répondu au rapporteur sur pourquoi vous ne répondez pas pendant 1 mois, au bout d'1 mois. Je n'ai pas informé Pierre Moscovici, ni que j'avais reçu ce formulaire, ni que je n'avais pas répondu à ce formulaire. Quant à votre question, dont il ne me semble pas que le rapporteur l'avait posée, pourquoi n'ai-je pas répondu à ce formulaire? Il y a 2 tabous que je n'ai pas transgressés, au moins. Le premier, contrairement à ce qui est écrit, je n'ai jamais juré ne pas détenir de compte sur la tête de mes enfants, jamais. Le deuxième tabou, mentir par écrit à l'administration dont j'avais la charge, m'a semblé impossible. Merci pour cette première réponse. J'ai une deuxième question qui a été abordée, mais je voudrais que vous nous précisiez un peu cela, parce que ça conditionne la réponse, enfin, à la question que nous nous posons tous sur la réponse négative de l'administration fiscale. Est-ce que vous avez transféré pendant la période 2006-2012 à la compagnie REL votre compte, puisque à travers ce que vous avez répondu à Monsieur le rapporteur, il semble que vous avez fermé ce compte à l'UBS avant 2006, puisque si j'ai bien compris votre réponse, vous avez dit qu'il n'y avait plus de compte à l'UBS avant 2006. Monsieur le Président, je n'ai pas répondu ça au rapporteur. J'ai indiqué qu'il n'y avait que 2 solutions possibles. Et je me suis bien gardé, car cela empiéterait sur les prérogatives de l'autorité judiciaire, je me suis bien gardé d'indiquer laquelle me semblait la bonne. Oui, mais quant à la question que vous me posez, je suis obligé de vous dire qu'elle me semble empiéter, non pas aux frontières, mais pleinement, sur l'information judiciaire en cours, et je ne peux pas vous répondre. Mais, M. Cahuzac, non, vous ne pouvez pas dire cela, puisque certains ont critiqué
l'administration fiscale, pour ne pas avoir complété l'interrogation, UBS plus compagnie REL. Si vous nous dites que vous aviez bien un compte entre 2006 et 2012 à la compagnie REL, ça veut dire que si ça avait été élargi, il y aurait peut-être eu une réponse positive. Donc, est-ce que vous pouvez nous répondre à cette question? Aviez-vous, oui ou non, un compte à la compagnie financière REL sur la période sous revue, c'est-à-dire entre 2006 et 2012? Je comprends votre raisonnement, Monsieur le Président. J'espère qu'à votre tour, vous comprendrez que je ne peux pas répondre à votre question. Pouvez-vous répondre à une troisième question, qui est que le compte, soit directement de l'UBS, soit à la compagnie REL, a été transféré dans une filiale à Singapour du même établissement bancaire. Est-ce que vous pourriez nous préciser à quelle date vous l'avez transféré à Singapour? Je suis contraint de vous faire la même réponse, Monsieur le Président. Je ne peux pas vous répondre. Vous vous rendez compte qu'en refusant de répondre à cette question, M. Cahuzac, vous mettez notre commission d'enquête en difficulté, puisque l'une des questions que nous nous posons, c'est pourquoi l'administration fiscale n'a pas également saisi les services fiscaux de Singapour pour savoir, mais est-ce que oui ou non, vous aviez un compte à Singapour? Je crois avoir lu avec attention les comptes rendus des auditions des responsables de l'administration fiscale. Il m'a semblé que leurs réponses étaient assez convaincantes. Manifestement, elles ne vous ont pas convaincu, vous, je le regrette. Bien, donc je prends acte que vous ne répondez pas à ces deux questions. J'ai aussi une question à vous poser concernant vos déplacements en Suisse. Il nous a été indiqué que vous auriez effectué un déplacement en Suisse fin 2009 ou début 2010, on ne sait pas très bien. Est-ce qu'il y en a eu un ou est-ce qu'il y en a eu deux? Est-ce que vous nous précisez la date et l'objet de ces déplacements en Suisse? Je le souhaiterais, mais je ne le peux pas, Monsieur le Président, pour les mêmes raisons. Mais, Monsieur Cahuzac, vous avez déclaré vous-même qu'au moins pour un déplacement, vous aviez pris vos billets de train à l'Assemblée nationale. Il semblerait, mais nous n'en sommes pas sûrs, que ça se trouve autour du 20 octobre. Pouvez-vous nous confirmer ce fait? Dans un des comptes rendus, il m'a semblé lire sous votre autorité que vous aviez la certitude que je m'étais déplacé en février 2010. Maintenant, vous avez la certitude que je me suis déplacé en octobre 2009. Non, nous n'avons jamais dit cela, ni Monsieur le rapporteur, ni moi-même. Nous savons, et vous l'avez d'ailleurs reconnu publiquement, vous aviez fait au moins un déplacement en Suisse. On ne sait pas exactement où ça se situe, mais pour éclairer la commission, donc je vous repose la question, êtes-vous allé en Suisse fin 2009 ou début 2010? Et si oui, à quelle date? Alors, je vais tenter de vous répondre en veillant à ne pas empiéter en quoi que ce soit sur l'information judiciaire. Je comprends que vous ayez moins le souci que moi du respect de cette information judiciaire. J'espère que vous comprendrez que j'en ai le souci scrupuleux. Il a été dit, j'ignore par qui, que des déplacements avaient été organisés afin de préparer ou ne pas compromettre mon éventuelle élection à la présidence de la Commission des finances. Si la date que vous indiquez est la bonne, Philippe Séguin n'est pas encore décédé, Didier Migaud n'est pas encore nommé à la Cour des comptes, et il m'aurait fallu alors des capacités d'anticipation assez surprenantes pour préparer cette élection. Je ne peux que vous répondre cela, Monsieur le Président. Donc vous n'êtes pas allé en Suisse? Je ne peux que vous répondre cela, Monsieur le Président. D'accord. J'ai une dernière question à vous poser. Vous avez reconnu publiquement que vous aviez eu un compte à l'UBS. Vous l'avez déclaré début avril. Est-ce que vous pouvez nous indiquer si vous aviez d'autres comptes que celui-là, soit comme titulaire, soit comme mandataire? Je ne peux non pas répondre, mais préciser une chose. Il ne me semble pas, ni dans les propos, ni dans les écrits que j'ai à assumer aujourd'hui,
avoir dit ou écrit que j'avais un compte à l'UBS, contrairement à ce que vous venez d'indiquer, Monsieur le Président. Donc vous n'aviez pas de compte en Suisse? Ce n'est pas ce que je viens de vous dire, Monsieur le Président. À l'UBS? Monsieur le Président. Oui, Monsieur le rapporteur. Ce que dit Jérôme Cahuzac, il n'a pas écrit qu'il avait un compte UBS. Vous me demandez de confirmer des propos que j'aurais tenus ou des écrits que j'aurais eus, et je vous cite, disant que j'avais un compte à l'UBS. Je n'ai ni dit ni écrit que j'avais un compte à l'UBS. Vous aviez dit à Le 2 l'étranger. avril. Oui. Ça n'est pas tout à fait la même chose, Monsieur le Mais, Président. très bien, mais je vous ai posé une question tout à l'heure concernant Singapour. Si vous voulez dire par là que vous aviez un compte à Singapour, dites-le à la Commission. Et à partir de quelle date? Et quand est-ce que ce compte a été transféré de la Suisse à Singapour, puisque ceci conditionne pour la Commission une partie de nos conclusions concernant l'efficacité de la convention fiscale franco-helvétique. La première question que vous m'avez posée était affirmative et rappelait des propos que je n'ai pas tenus concernant un compte à l'UBS, en tout cas ni dans les propos ni dans les écrits que j'ai pu avoir le 2 avril. Nous changeons de registre puisqu'il ne s'agit plus du nom d'une banque, mais maintenant du nom d'un pays. Je n'ai pas non plus évoqué de pays dans les propos ou les écrits que j'ai pu avoir le 2 avril. Et pour tout ce qui concerne la chronologie de cette affaire, tout ce qui concerne cette chronologie sera réservé scrupuleusement aux deux juges d'instruction, Leloir et Van Ruymbeck. Merci de cette non-réponse. Quel était le rôle de Stéphane Fuchs dans votre communication dans toute cette période? Est-ce que cette aide qu'il vous a apportée était-elle gratuite ou rémunérée? Et dans l'hypothèse où elle était rémunérée, est-ce que c'est dans le cadre du contrat qui avait été signé entre le ministère de l'économie, celui du budget et l'entreprise auquel appartient cette personne? Nous avons reçu ce jour du ministre de l'économie et des finances les conventions qui liaient ce cabinet de communication et le ministère, ainsi que les factures qui ont été payées. Vous avez eu le temps de les examiner ou elles viennent d'arriver pour savoir si... Le premier examen, nous en parlerons ensemble. D'accord, entendu. Donc voilà la question, M. Cahuzac. Stéphane Fuchs n'a joué aucun rôle dans ma communication. D'abord, ce n'était pas lui qui était chargé de cela dans le contrat qui liait le ministère à l'agence dont il a la responsabilité, mais quelqu'un d'autre. Et ensuite, Stéphane Fuchs était un ami très proche, à qui, n'ayant pas dit la vérité, je vois mal comment il aurait pu m'aider en quoi que ce soit dans ma communication. Stéphane Fuchs n'a joué aucun rôle institutionnel dans cette affaire. Ni lui, ni un autre membre de cette entreprise. Je n'ai vu aucun membre de cette entreprise, pour reprendre votre expression, à cette occasion-là. Je vous remercie. Pour ce qui me concerne, je crois que j'ai terminé les questions complémentaires et j'ai maintenant 12 inscrits. Donc, M. Fasquelle. Oui, Monsieur Cahuzac, c'est moi qui vous ai interrogé le 5 décembre dans l'hémicycle. Vous avez répondu à l'époque que vous n'aviez pas de compte en Suisse. C'est un mensonge qui a eu des conséquences tout à fait considérables dans l'opinion publique et quant au fonctionnement de nos institutions et quant au regard que nos concitoyens portent sur ces institutions. Je voudrais savoir si vous regrettez ce mensonge du 5 décembre dernier. Vous auriez dit également, et je vous en demande la confirmation, c'est moins grave de mentir 5 secondes devant 577 députés que depuis un an sur l'état de la France, en visant François Hollande. Est-ce que cette phrase est exacte? En ce qui concerne les dysfonctionnements, ces dysfonctionnements sont avérés. Comment expliquez-vous que l'Élysée, informé le 15 décembre par Michel Gonel, qui vient confirmer les révélations de Mediapart, comment expliquez-vous que l'Élysée n'ait pas réagi autrement qu'en renvoyant vers l'institution judiciaire et autrement qu'à travers un coup de fil de M. Zabulon? Comment expliquez-vous aussi qu'il n'y ait pas eu de réaction de la part de l'Élysée
Après les révélations, fin janvier, on annonce à la suite de cette enquête en Suisse que vous n'avez pas de compte, vous êtes blanchi par cette enquête. On sait pourtant que depuis le 15 décembre, François Hollande est au courant, il ne réagit pas. Comment expliquez-vous cette absence de réaction? Et en ce qui concerne la question posée à la Suisse, est-ce que vous pensez que cette question a été orientée dans le but justement de vous blanchir? En fait, la question que je me pose et que beaucoup d'entre nous nous posons, c'est de savoir s'il y a eu simplement négligence. Les dysfonctionnements sont avérés. Maintenant, c'est la question de savoir pourquoi il y a eu ces dysfonctionnements. Est-ce qu'il s'agit d'une simple négligence? Est-ce qu'il s'agit d'une certaine forme d'inconscience? Ou est-ce qu'on a voulu délibérément sauver le soldat Cahuzac, pas seulement le soldat Cahuzac, mais le général Hollande? Il y a des rumeurs, et je pense que c'est important qu'on puisse vous poser la question, il y a des rumeurs qui font état d'autres comptes et de liens avec le financement de partis politiques. Est-il exact qu'il y a eu d'autres comptes? Est-il exact qu'il y a un lien avec des financements de partis politiques, ce qui pourrait expliquer l'attitude du général Hollande depuis le 15 décembre, date à laquelle il a eu connaissance de ces révélations. En ce qui concerne le compte lui-même, Collègues, question par question. Alors le En préalable... Je termine, j'en ai terminé. Vous lui retirez le terme de général, mon cher collègue. J'en ai terminé, monsieur le président. Mon cher collègue, jusqu'à présent, J'en ai terminé. si vous permettez, sous l'autorisation du président, je voudrais vous dire quelque chose. Jusqu'à présent, notre commission s'est passée dans de bonnes conditions. Chacun a pu s'exprimer. Si vous voulez parler du président de la République, vous parlez du président de la République. Laissez-moi terminer. Donc, moi, jusqu'à preuve du contraire, qui dirige les débats. En ce qui Monsieur concerne... Pesquet, je vous demande d'être ramassé et de respecter les institutions de notre République. Voilà. Tout à fait, les institutions de notre République. Donc, c'était une formule, vous l'avez bien compris, vous l'avez pris comme telle. Je parlais du président de la République, mais voilà, je vous le dis clairement, comme ça, les choses sont dites. Et pour calmer les uns et les autres, je vous sens un peu crispé, je ne sais pas pourquoi. En ce qui concerne le compte... Adressez-vous... Alors, je termine mes questions à M. Cahuzac, et puis j'en ai terminé. En ce qui concerne le compte lui-même, on nous dit dans la presse aujourd'hui et cette semaine que ce compte était alimenté par des chèques. On nous dit qu'il y a eu des retraits sur ce compte, alors que vous-même vous aviez dit que ce compte était dormant. Qu'en est-il exactement? Merci. Monsieur Cahuzac. Oui, attendez, monsieur le rapporteur veut dire un petit mot? Oui, pour que notre commission soit totalement informée, se souvienne de ce qui a été dit ici. Moi, j'essaye d'être le plus scrupuleux possible. Lorsque nous avons auditionné M. Zabulon, directeur adjoint du cabinet de M. le Président de la République, il en a informé suite à la communication téléphonique, il en a informé le secrétaire général de l'Élysée et M. le Président de la République. La réponse de M. le Président de la République que nous a rappelé M. Zabulon, qui est fixée dans le procès-verbal, le Président de la République aurait dit, si M. Gonel a des documents, qu'il les transmette à la justice. Pour votre information, ni la présidence de la République, ni notre commission avons encore à ce jour les documents que M. Gonel devait transmettre. Absolument. Donc, là, maintenant, réponse de M. Cahuzac. Vous évoquez vous-même, monsieur le député, cette séance de questions d'actualité du mardi 5 décembre. Le 2 avril, il me semble, par écrit, avoir indiqué le sentiment que j'en avais. La répétition de ce sentiment n'est peut-être pas indispensable. Ce qui n'enlève rien à la sincérité du 2 avril ou de maintenant. Concernant les raisons de ce mensonge, puisque au fond c'est la question que vous souhaitez me poser, je vous ai menti en vous répondant, monsieur le député, tout simplement parce que dans les heures qui précédaient, j'avais menti au Premier ministre et au Président de la République. Pour tout ce qui concerne l'Élysée, je ne crois pas avoir qualité pour interpréter, encore moins juger, et certainement pas expliquer. À l'époque, je n'étais pas en situation de le faire. Je ne crois pas que la chose se soit améliorée aujourd'hui. Quant à toutes les autres questions que vous avez pu poser, soit elles relèvent clairement de la procédure judiciaire et je ne peux vous répondre, je vais en dire un mot,
soit elle concerne des critiques portées à l'encontre de l'administration fiscale que je crois injustes. Car il me semble que l'administration fiscale a fait tout ce qu'elle pouvait à l'époque, sans jamais m'en informer et en conscience. Il m'a semblé que les propos que Bruno Bézard et ses collaborateurs ont pu tenir devant vous étaient convaincants. Je pense qu'ils ont bien agi et qu'il leur était difficile, sinon impossible, de faire davantage. Non pas que des instructions leur auraient été données en ce sens, mais parce qu'ils ne pouvaient pas faire davantage au regard des textes en vigueur et qui régissent les relations, par exemple, entre la France et la Confédération helvétique. Quant aux éléments, j'y reviens donc, relatifs à la procédure judiciaire. Votre rapporteur l'a rappelé dans son propos liminaire, je ne peux aborder ici les faits entrant dans le périmètre de la procédure judiciaire en cours. Je comprends la déception, peut-être la frustration, l'agacement que cela peut entraîner, mais je ne peux pas le faire. Il en va de même pour les protestations que je ne peux émettre et que je devrais logiquement élever pour contester des présupposés factuels inclus dans certaines questions. Les propos que vous avez tenus, monsieur le député, m'amènent à préciser les choses. Ne pouvant y répondre, je ne voudrais pas que l'adage s'applique, qui ne répond qu'on sent. Et donc vous voudrez bien considérer, mesdames, messieurs les députés, que mon abstention ne vaut pas approbation du libellé des questions. Il se trouve que le silence m'est imposé par la situation judiciaire. Non, terminé. Bien, bien. Deuxième intervenante, notre collègue Untermaier. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Cahuzac, vous avez, à l'annonce par Mediapart le 4 décembre, donc d'un enregistrement, vous avez porté plainte pour diffamation. Cette procédure n'était pas celle qu'il fallait engager ou introduire, puisque vous n'étiez pas en tant que membre du gouvernement, mais bien en tant que simple citoyen tenu d'engager cette procédure. Est-ce que vous aviez été conseillé pour cela ? Est-ce que vous aviez eu contact avec Madame la garde des Sceaux ou ses services pour ce premier acte qui s'est donc avéré ne pas être le bon et nécessiter une requalification? Ma deuxième question, c'est vous avez évoqué votre entretien avec le président de la République et le Premier ministre. Vous avez déjà dit que vous aviez nié effectivement l'existence d'un compte. Est-ce que vous pensez que vos propos à ce moment-là étaient d'une conviction telle qu'effectivement les deux intéressés en ont été convaincus? Merci de votre réponse. Alors, concernant la procédure en diffamation, je n'ai eu personnellement aucun contact ni avec le garde des Sceaux ni avec ses collaborateurs. Il y a effectivement eu deux procédures entamées. La première n'ayant pas été considérée comme valable, je crois. Ce que je crois, c'est que mes avocats avaient pris contact avec les services du procureur et que la première procédure qui s'est avérée erronée avait été engagée sans que le caractère erroné n'ait été signalé. Je crois qu'il s'est agi d'un travail assez classique entre des avocats et des services de procureur. Je ne peux pas vous en dire davantage. Je ne me suis pas occupé au-delà de ce que je viens de vous indiquer de cette question-là. Concernant ce que vous qualifiez d'entretien, j'ai indiqué tout à l'heure en répondant à votre collègue Daniel Fasquelle que j'avais menti à l'Assemblée nationale quelques heures après avoir menti au Premier ministre et au Président de la République. Ma question était, est-ce que vous les avez sentis convaincus par les propos que vous teniez? Réponse. Donner un sentiment est trop compliqué, surtout à tant de semaines de distance qui n'ont pas été des semaines anodines. Il semble, je ne m'en félicite pas, j'ai plutôt tendance à le regretter très amèrement, mais il semble que j'ai pu mettre dans mes dénégations une force de conviction. Il y en a, je le regrette, convaincu plus d'un. C'était à quelle date ce contact avec le Premier ministre et le Président? Puisque je viens d'indiquer que c'était quelques heures avant donc le jour même, d'avoir le menti,
5. Donc, je ne crois pas que ce soit en C'était avril, le je crois 5. que c'est en décembre. Le Et 5 donc, décembre. je pense que c'est le mercredi 5 décembre ou 6 décembre. D'accord. Je ne sais plus la date en Non, mais- tête. D'accord, lors des questions d'actualité. Pas d'autres questions? Bien, troisième intervenant, Monsieur Fenech. Oui, je voudrais revenir, Monsieur le Président, sur le formulaire 754, Monsieur Cahuzac, qui vous a été remis précisément le 14 décembre. Et vous aviez, suivant la procédure, 1 mois pour répondre. Donc le 14 janvier expirait ce délai. Vous n'avez pas répondu. Vous nous avez donné à l'instant les raisons de cette non-réponse. Et c'est à partir de là que le ministre des tutelles, Monsieur Moscovici, décide d'interroger la Suisse par le canal administratif, voyant votre non-réponse. Donc c'est une démarche assez étonnante et sans précédent, comme nous l'a confirmé le procureur de la République, François Molins, que nous avons auditionné. En effet, lorsque la justice enquête, l'administration ne peut pas enquêter de son côté en application du principe de la séparation des pouvoirs. Chers collègues, si je puis me permettre, ce point, nous l'avons examiné en droit. En droit, c'est possible. Le procureur nous l'a confirmé. Le procureur nous a simplement dit Il n'y a pas de précédent. qu'il n'y avait pas de précédent et qu'il n'y avait eu en plus aucune concertation entre la DGFiP et lui-même sur cette affaire. Voilà les faits. Après, je ne parle pas Je l'interprétation. voudrais, Voilà, ajouter voilà les faits. Monsieur le un élément rapporteur. d'information. Je confirme ce que vient de dire Monsieur le Président, mais je voudrais vous donner un élément d'information. Et je crois qu'avec le Président, on s'est mis d'accord pour vous donner le contenu de cette lettre. Suite à l'audition de Monsieur le procureur, Monsieur Bézard a fait une lettre complète à la Commission. Nous vous en donnerons connaissance la semaine prochaine, lors de nos prochaines auditions. S'il n'y a pas Continuez. d'interdiction de Continuez. procédure ou légale, il y a quand même des principes. La séparation des pouvoirs est un principe. D'ailleurs, souvenez-vous de ce que nous a déclaré Edoui Plenel ici même. Je le cite, « Le tort de Bercy, c'est d'avoir diligenté une enquête administrative en parallèle d'une action judiciaire. » Alors, chacun sait, M. Cahuzac, aujourd'hui, que la question posée par l'administration, donc sous l'autorité de Pierre Moscovici, était mal posée. Preuve en est, la justice va obtenir une réponse positive, alors que l'administration était en train, semble-t-il, on pourrait le supposer, de vous blanchir à tel point que le procureur de la République nous a confié à la commission d'enquête qu'à la lecture de l'article du JDD, il a lui-même eu des doutes sur la véracité de ce compte en Suisse. Alors ma question est simple, M. Cahuzac, elle est claire. Est-ce qu'après le 14 janvier, donc date d'expiration du délai de signature du formulaire 754, que vous n'avez donc pas signé, est-ce que le ministre de l'Économie et des Finances vous a informé qu'il allait directement interroger la Suisse, malgré l'existence d'une enquête judiciaire en cours? Et dans cette hypothèse, est-ce qu'il vous a soumis le contenu et le libellé de cette question? C'est une question importante, parce qu'elle nous permettra de déterminer si le ministre de l'Économie et des Finances n'a pas cherché délibérément à vous blanchir ou n'aurait pas commis aussi une imprudence, comme ça a été dit. Réponse, M. Cahuzac. Pierre Moscovici ne m'a jamais informé de cette procédure. A fortiori, il ne m'a pas communiqué les termes de la demande formulée par l'administration française à son homologue helvétique. Pas d'autres questions, M. Fenech? Bien. Bien. Quatrième intervenant, M. Coronado. Merci, Monsieur le Président. Je vais tenter de poser une question à laquelle M. Cahuzac puisse répondre. Je sais que c'est difficile au regard de finalement la mission de cette commission d'enquête. Moi, j'avais simplement une question simple à vous poser. Après l'annonce, après la publication de l'article de Mediapart qui révélait que vous déteniez un compte depuis de longues années, un compte à l'étranger, donc que vous aviez caché à l'administration fiscale, pourquoi être resté? Pourquoi ne pas avoir finalement pris la décision, en vous référant à une jurisprudence passée, de démissionner et puis de justifier cette démission par la nécessité de votre défense? Est-ce que vous avez jugé à l'époque que la place qui était la vôtre, la fonction que vous occupiez, c'est-à-dire celle de ministre chargé justement de la fraude fiscale, vous permettait à la fois de vous protéger et que cette fonction-là vous permettait aussi finalement d'avoir une sorte, pour parler familièrement, d'avoir l'œil sur
les différentes enquêtes à la fois judiciaires et peut-être même les investigations menées par l'administration. Est-ce que c'est ça qui justifie finalement la décision que vous avez prise, puisque vous saviez que les révélations de Mediapart étaient vraies? Donc, est-ce que cette décision-là s'explique par l'interprétation que j'en fais, M. Cahuzac? Réponse, M. Cahuzac. Comme j'ai déjà eu l'occasion de l'indiquer, à la suite de cet article Princeps, une décision est prise qui me déporte systématiquement de toutes les questions relatives à cette affaire. Elle m'est immédiatement ou très vite suggérée par l'administration via ma directrice de cabinet et je donne mon accord sans délai. Donc je ne crois pas que vos suppositions soient fondées. Quant aux sentiments qui sont les miens, à la lumière des choses que j'ai pu faire ou des décisions que j'ai pu prendre, peut-être accepterez-vous que je les garde pour moi? On passe au 5e intervenant, M. Morel-L'Huissier. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le rapporteur, Monsieur Cahuzac. Ça peut un peu se recouper et on est en commission d'enquête, donc en investigation, et les questions peuvent être un peu directes et brutales. Vous avez déclaré récemment « Je suis le bouc émissaire idéal de toutes les turpitudes politiques ». Est-ce que vous pouvez expliquer ce que vous entendez par cette formule? Par voie de conséquence, y a-t-il d'autres ramifications possibles à votre affaire dans le secteur de nature politique qui conduiraient la commission d'enquête à élargir ses investigations sur les dysfonctionnements? Mediapart a déclaré le 4 décembre un certain nombre de choses. M. Zabulon nous a précisé que le 15 décembre, l'Élysée était au courant. Ça rejoint un peu la question qui vous a été posée, mais je vous la pose différemment. Pourquoi êtes-vous resté au gouvernement jusqu'au 19 mars 2013, donc décembre, janvier, février, mars? Cela pouvait-il servir vos intérêts personnels? Cela pouvait-il servir votre famille politique? Ensuite, la commission sur la transparence de la vie politique, qui s'intéresse à un certain nombre d'élus. Vous a-t-elle un jour interrogé sur votre situation fiscale, patrimoniale? Enfin, on va demander à M. Cahuzac de répondre question C'est la dernière question, question, Monsieur le Président. Oui, mais c'est très long. Bon, oui, bon, alors, attendez, vous Vous poserez sentez-vous- tout à l'heure la dernière. Alors, il y a déjà 2 questions. Je demande aux collègues de faire des questions serrées. Voilà. Hein, voilà. M. Cahuzac. Merci, Monsieur le Président. Vous faites référence à ce qui est présenté comme une interview. Je n'ai pas le souvenir d'avoir donné d'interview ces derniers jours. Quant à l'expression bouc émissaire, peut-être a-t-elle été utilisée, non pas de façon générale ou à propos de cette question, mais à l'occasion d'une élection législative partielle dans la 3e circonscription de Lot-et-Garonne. Il a peut-être pu sembler effectivement excessif de faire porter la responsabilité de ces résultats sur une seule personne, mais si tel est le cas, ce n'est pas à moi de le dire. Vous me posez au fond après la même question que celle que M. le député Coronado a voulu me poser. Pourquoi suis-je resté? J'ai indiqué à votre collègue, comme je vous indique à vous, que ça n'était évidemment pas pour me protéger, puisque de façon quasi immédiate, je me suis déporté de toute cette affaire et n'ai donc plus eu autorité sur l'administration dès lors que celle-ci s'intéressait à moi. Oui, enfin, sur cette première question, M. Cahuzac, vous avez bien déclaré dans Le Monde.fr, je l'ai sous les yeux, je suis le bouc émissaire idéal de toutes les turpitudes politiques. C'est un document qui nous a été remis ce matin. Oui, c'est à l'occasion de l'élection législative partielle, qui ne me semble pas être le sujet de votre commission d'enquête. Non, mais je pense que la question que pose notre collègue, c'est qu'est-ce que vous entendez par turpitude? Qu'est-ce qu'il y a comme turpitude? C'est des turpitudes financières, c'est des turpitudes politiques, c'est quoi? Je crois que c'est ça le sens de la question de notre collègue Morel-L'Huissier et de beaucoup de collègues de la commission qui ont été étonnés de découvrir ça dans la presse en se disant mais qu'est-ce que ça veut dire? Pas davantage que j'avais conscience d'avoir donné une interview Europe 1, je n'ai eu conscience de donner une interview au Monde.fr, Monsieur le Président. Bien, donc il y avait une 3e question, M. Morel-L'Huissier. Il y avait la question sur la commission de la transparence de la vie publique. Est-ce qu'elle vous a interrogé? Est-ce que vous avez été amené à répondre à cette commission?
Comme tout élu, j'ai eu à transmettre un document à la commission de transparence de la vie politique, et dès lors que le document que j'avais transmis était incomplet, si vous me permettez cet euphémisme, je me suis efforcé de le compléter. Dernière question. En l'état de nos investigations, de ce qu'on a pu entendre devant la commission d'enquête, Monsieur Morel-Huissier, qu'est-ce que vous voulez dire dans votre réponse, Monsieur Cahuzac? Vous êtes efforcé de la compléter, c'est-à-dire que vous avez fait une lettre complémentaire pour dire bah, j'ai oublié telle et telle chose ou non? Je ne crois pas avoir utilisé l'expression « j'ai oublié ». J'ai tenté, auprès de cette commission, de faire état de la totalité de mon patrimoine. C'est-à-dire que vous avez écrit une lettre complémentaire à la dite commission, disant voilà, j'ai oublié telle et telle chose. Enfin, j'ai oublié, voilà, j'ai telle chose. Je pense que ça a pris cette forme-là, oui. Et c'était quand? Après mes aveux. D'accord. Et pourquoi vous avez fait ça? Ça me paraissait nécessaire. Bon. Alors, votre dernière question, M. Morel-Huissier. oui, je voulais savoir, c'est une question un peu plus personnelle qui vous concerne directement. Quel est votre sentiment aujourd'hui? Et avez-vous, en tant qu'homme politique, en tant qu'être humain, le sentiment d'avoir été lâché dans cette affaire? Lâché, d'une manière ou d'une autre? Comment vous dire, les choses sont assez difficiles comme cela pour que, avec votre autorisation, je me livre à l'étalage de mes sentiments personnels. Encore une fois, je préfère les garder pour moi. J'espère pouvoir compter sur votre compréhension. Bon, avant que je passe la parole à M. Germain, notre rapporteur a une question complémentaire à vous poser. En tant qu'ancien ministre du Budget, Jérôme Cahuzac, tout à l'heure, vous avez rappelé toute la confiance que vous apportiez à l'administration fiscale et vous avez ajouté, dans le cadre des textes en vigueur, quel regard portez-vous sur cette convention qui est entre la France et la Suisse sur des entraides sur des dossiers fiscaux? Les statistiques vous ont été données par le directeur général des finances publiques. Alors, de mémoire, parce que ça fait maintenant quelques temps, mais il me semble que les réponses positives dans le cadre de l'entraide administrative sont des réponses en pourcentage extraordinairement faibles. Commission que de mémoire, je crois que c'est 4 réponses sur 4500, je crois. C'est ça? 4500 saisines, je crois, qui a permis de en découvrir. mémoire un pourcentage de 6%. Donc, Non, quand il y a même eu plus 6%. élevé que ce que vous dites, puisque mais il y a c'est eu 6%, puisque vous en êtes à 4 pour 4000. Non, mais il y a eu 6% de réponses sur les 4005, mais dans les réponses, ça n'a permis, d'après ce que nous a dit M. Bézard, de détecter, je crois, 4 affaires. C'est tout. Bien, continuez, monsieur Cahuzac. J'ignore ce que vous attendez de moi à ce moment précis. Je connais comme vous ce qu'est le pourcentage de succès de ce type de démarche. Il est incontestablement très faible. Je vous rappelle ce que nous avait répondu M. Bézard. Nous avons reçu au 15 avril 2013. Les autorités françaises avaient formulé 426 demandes de renseignements au sujet des banques suisses. Nous avions reçu que 29 réponses, soit 6,5% du total. Les autres demandes étant jugées non pertinentes par nos collègues suisses, et l'administration fiscale a jugé que 6 d'entre elles seulement étaient satisfaisantes. Voilà les propos, pour être très précis. Je me souvenais de l'ordre de 6%. Voilà. Pas d'autres éléments de réponse? Bien, c'est terminé. Alors, je passe à M. Germain. Oui, Monsieur le Président, trois questions. La première, très factuelle, est-ce que vous avez reçu de la part de l'administration fiscale une relance après le 14 janvier, constatant que vous n'aviez pas rempli le formulaire sur ce dit formulaire? Deuxième question, un peu plus principielle. On a entendu M. Gonel et M. Bruguère, qui étaient tous les deux détenteurs de l'information sur un compte à l'étranger. Est-ce que vous avez une explication sur la raison pour laquelle ils n'ont pas saisi la justice au titre de l'article 40? M. Bruguère a évoqué une conception de la politique qui lui faisait interdiction de l'utiliser. Il ne nous a pas répondu très clairement non, M. Bruguère. La raison pour laquelle il n'a pas utilisé l'article 40, expliquant que ce n'était pas un élément matériel. M. Gonel, lui, a fait état de sentiments partagés, à la fois d'un respect à votre égard et en même temps d'une crainte. Donc, est-ce que,
compte tenu des liens notamment que vous entretenez avec eux, vous avez une explication. Et puis troisième point, puisqu'on réfléchit au dysfonctionnement éventuel de l'administration, est-ce que l'existence de ce compte non déclaré à l'étranger et de la crainte depuis 2001 qu'elle puisse être révélée à l'opinion publique a eu une influence sur l'exercice de vos fonctions publiques, notamment en tant que président de la commission des finances, où vous exerciez un rôle de contrôle vis-à-vis du pouvoir en place, ou en tant que ministre du budget? Réponse. Je n'ai pas reçu de relance après ne pas avoir répondu au formulaire. Pas de relance. Le directeur général lui-même ne vous a même pas appelé en disant « Monsieur le ministre, je suis ennuyé, vous n'avez pas répondu ». Je ne sais pas ce qu'il en était de son niveau d'information, mais je ne suis pas certain que lui-même ait eu connaissance que ce formulaire m'ait été envoyé, mais lui seul pourrait vous répondre. Quoi qu'il en soit, je n'ai pas reçu de Il nous relance. a répondu, Monsieur Cahuzac, il nous a répondu sur ce point, si vous avez consulté. Voilà. Je n'ai pas reçu de relance et personne ne m'en a parlé. Concernant la saisine de l'autorité judiciaire dès lors qu'on dispose d'éléments d'information de cette gravité, j'ai bien compris de votre propos que M. Bruguère a fait état de sa considération pour le débat politique pour justifier le fait qu'il n'ait ni écouté cet enregistrement, ni, a fortiori, donné cet enregistrement à la justice. Dont acte. J'ai cru comprendre que Michel Gonel avait avancé les mêmes raisons pour justifier le fait qu'à aucun moment il n'ait jugé bon de saisir un procureur, à Agen ou à Paris d'ailleurs, de cette situation, avançant pour cela deux arguments. Un que vous avez repris, il craignait une réponse politique de ma part. Et un deuxième argument, il souhaitait garder au débat politique une certaine dignité. Il m'a semblé lire dans les comptes rendus des propos, sinon rigoureusement identiques à ce que j'indique, en tout cas en substance, c'est cela que cela voulait dire. Pour votre information, sachez que on n'a peut-être pas la même conception du débat politique, effectivement, les uns et les autres, mais pour bien mesurer la valeur des propos que Michel Gonel a pu tenir devant votre commission, je voudrais rappeler quelques faits qui ne sont pas connus à Paris, car c'est peut-être pas indispensable à l'époque que les choses soient portées à la connaissance des uns et des autres, mais qui sont parfaitement connus à Villeneuve-sur-Lot et dans le Lot-et-Garonne. Le premier est que, à l'insu de celui qui s'exprimait, Michel Gonel a enregistré des propos qu'il a ensuite fait écouter à un tiers, ce qui a précipité une crise politique au sein de la municipalité de Villeneuve-sur-Lot, c'était dans les années 80, aboutissant d'ailleurs à une crise débouchant sur des élections. J'ignore si cela procède d'une conception élevée du débat politique, mais c'est en tout cas ce qui s'est passé. Toujours à titre d'exemple, en 2006, je crois que c'est Michel Gonel qui saisit le procureur de Paris après avoir reçu, m'a-t-il dit, une lettre anonyme m'accusant d'employer de façon non déclarée une salariée en situation irrégulière, ce qui était exact. Puisqu'avec mon épouse, nous avons eu l'occasion de croiser une jeune femme dans une détresse, je crois, assez rare, que nous avons décidé de l'aider. D'abord en lui permettant de vivre, et ensuite en acquittant pour elle des frais d'avocat afin que sa situation puisse se régulariser. Sa situation a été régularisée et un contrat à durée indéterminée lui a été ensuite signé. Quoi qu'il en soit, c'est, je crois, Michel Gonel qui a signalé au procureur de Paris cette situation qui m'a valu de passer devant le tribunal correctionnel de Paris à la fin de l'année 2007, le tribunal me déclarant coupable, mais me dispensant de peine et n'inscrivant pas cela à mon casier judiciaire. J'ignore là encore si la transmission de cette lettre anonyme au procureur procède d'une conception élevée du débat politique, pour reprendre toujours en substance l'expression de Michel Gonel. Quant à la transmission de cet enregistrement, je crois qu'il s'est lui-même expliqué. Il a transmis cet enregistrement à un ami, qu'il a transmis à un ami, et ensuite une procédure un peu compliquée est intervenue au sein de l'administration fiscale qui n'a pas débouché. Depuis que j'ai appris tout cela que j'ignorais, il m'est arrivé de beaucoup regretter
que les choses n'aient pas débouché beaucoup plus tôt. Monsieur Germain, pas d'autres questions? Si j'avais une troisième question importante qui est est-ce que la Ah oui, crainte fonctionnement, pardon. de l'existence de ce compte et la crainte qu'elle soit révélée a eu une conséquence dans l'exercice de vos fonctions depuis 2001 en tant que président de la Commission des finances et de ministre du budget notamment? Ce que j'ai pu faire comme président de la Commission des finances l'a été, d'ailleurs, sous le contrôle d'un certain nombre de parlementaires qui siègent désormais à vos côtés, monsieur le député Germain. Je ne crois pas qu'ils aient eu jamais le sentiment que ce que j'ai pu dire ou faire comme parlementaire ou comme président de la Commission des finances ait été, si peu que ce soit, en arrière de la main en la matière. Bien au contraire, je crois. Les faits sont donc là. Si vous faites référence à des accusations qui ont pu être portées et qui, à ma connaissance, ne sont pas considérées comme susceptibles d'une enquête par l'autorité judiciaire, je veux parler de la supposée protection dont mon frère aurait bénéficié quand j'étais président de la Commission des finances. Alors je peux vous répondre très simplement. La liste HSBC, ce qu'on appelle le scandale d'HSBC, Private Bank suisse, éclate quand mon frère n'exerce aucune responsabilité au sein de la banque privée HSBC France. Quand il est nommé à des responsabilités au sein de cet établissement, banque privée HSBC France, le procureur Montgolfier enquête depuis déjà longtemps et les services du ministère de l'économie et des finances, du budget, se sont saisis de cette affaire depuis également bien longtemps. J'ajoute qu'à ce jour, dans cette procédure, la banque HSBC Private France n'est absolument pas incriminée par qui que ce soit. Je ne crois donc pas avoir protégé mon frère, tout simplement parce qu'il n'y avait pas à protéger mon frère. Et tenter de le salir comme cela a été fait, est quelque chose d'assez douloureux pour moi. Pas d'autres questions, monsieur Germain? Si, on passe au 8e intervenant, notre collègue Gorge. Oui, alors je vais essayer de poser des questions en dehors de ce qui peut perturber l'enquête judiciaire. C'est pas facile. Bon, je vais essayer de tourner autour. Alors, en 2010, moi je me rappelle le contexte où M. Migaud nous quitte et il y a une primaire, d'ailleurs, du Parti socialiste pour reprendre la présidence de la Commission des finances. Bon, il y a un contexte politique intéressant et on voit bien que bon, vous êtes dans une dynamique intéressante. Et à ce moment-là, vous connaissez bien votre situation, vous savez très bien que votre situation personnelle peut nuire à votre évolution, à votre carrière, notamment en devenant président de la Commission des finances. Est-ce qu'à partir de ce moment, vous avez envisagé simplement de dire est-ce que je ne me redonne pas une virginité fiscale? Est-ce que vous avez essayé de le faire? Parce qu'en fait, si l'affaire Cahuzac se résume à un compte en Suisse avec 600 000 € non déclarés, c'est cher payé pour M. Cahuzac, ce qui se passe, et cher pour la France. Donc si cette affaire se limite à ça, je pense qu'il faut tourner la page vite fait. Donc avez-vous envisagé un moment de vous redonner de cette virginité où la situation est telle, comme certains le prétendent, beaucoup plus complexe, que ça ne vous a pas donné la possibilité de sortie? Ça, c'est la première question. Deuxième question. Le canard enchaîné parle d'un scénario, parce qu'on s'interroge comment le canard enchaîné a pu avoir cet enregistrement. Vous l'avez dit tout à l'heure, M. Gonel, M. Bruguère, on tourne, c'est Gonel, c'est Bruguère. Gonel dit que c'est pas lui, Bruguère dit qu'il l'a détruit. Quand même quelque chose d'intéressant. Mediapart, non. Les deux risquent de vous en vouloir si vous les confondez. Non, peu importe. Non, mais bon, peu importe. Excusez-moi pour ce lapsus. Et c'est pas bon. Déstabiliser, M. Non, Gorge. Vous avez la parole. Je ne me fais pas déstabiliser comme ça. Ça va très bien, Président. Alors, toujours est-il qu'il y a un scénario qui dit, et vous étiez dans une période d'un exercice budgétaire qui s'apprêtait à être rude, rappelez-vous vos phrases sur le 3%, et dans vos scénarios, vous étiez en train de tailler quand même dans le dur, et notamment sur le budget de la défense. Moi, j'ai retenu un scénario où ce budget passerait de 1,5 à 1,1 de points de PIB, et il y a un scénario qui dit que ça n'aurait pas plu à une certaine catégorie de personnes, et qu'en fait, eh bien, il y aurait peut-être eu des interventions. En fait, aujourd'hui, le budget de la défense dérape. C'est quand même assez étonnant. Alors, d'un autre côté, M. Bruguère nous dit voilà, que bon, il a eu l'enregistrement à tel moment, il l'a détruit, il nous donne un certain nombre de choses sur sa campagne de 2007 où vous étiez en face de lui.
Et il nous donne un élément, comme ça, dans la discussion, on a parlé beaucoup, il nous dit que son directeur de campagne était un général en retraite. Bon, on ne connaît pas le nom, mais je pense qu'on a prévu de l'auditionner. Et j'aurais voulu savoir si vous aviez eu des rencontres, des contacts avec cette personne, et si éventuellement cette personne aurait pu être informée sur votre situation à ce moment-là, ou bien après, puisque la destruction du document, personne en a vu la moindre réalité. Troisièmement, alors aujourd'hui, on dit Jérôme Cahuzac a un compte à l'étranger. Le seul qui en donne la preuve, c'est vous, puisque je n'ai pas vu encore d'éléments factuels, puisque l'enquête est en cours. Vous dites j'ai un compte à l'étranger. Alors, vous aviez souhaité participer à la question à poser aux banques suisses pour qu'il y ait une réponse convenable. Alors, qu'auriez-vous posé comme question, ou alors, si vous aviez été en charge de ce dossier, qu'auriez-vous posé comme question pour qu'on connaisse tout sur Jérôme Cahuzac? Enfin, les questions sont quand même compliquées. Oui. Non, Président, je tourne autour, puisqu'il y a une enquête judiciaire. D'accord. Bon. Mais M. Cahuzac les a certainement comprises. Donc, M. Cahuzac va essayer de vous répondre. Réponse. Je vais commencer par le plus facile, en vous indiquant que la désignation du candidat du groupe socialiste à la présidence de la commission des finances n'a pas été l'objet d'une primaire au sein du PS, mais d'un vote au sein du groupe socialiste. C'est la réponse la plus facile que je peux apporter, mais votre question était assez simple. Pour le reste, vous me demandez de vous livrer, et à travers vous de livrer à la France entière des sentiments qui ont pu m'agiter, des craintes, des peurs, sentiments de honte souvent. Vraiment, permettez-moi, monsieur le député, de garder tout cela pour moi. Je ne crois pas que en faire état vous satisfasse en quoi que ce soit, et en tout cas, ça ne permettra pas à votre rapporteur d'éclairer davantage le document qu'il devra établir et qu'il finira par vous soumettre pour que vous l'approuviez ou pas. M. Gorge, autre question? Sur la partie, je dirais, Villeneuve-sur-Lot, et notamment la relation avec le directeur de campagne de M. Bruguière, un général en retraite. Bien. On n'est jamais en retraite, mon cher collègue, quand on est général, on est en deuxième section. C'est pour ça que je pose la question. Donc, toujours sensible au budget de la défense. Non, mais la question, c'est est-ce que M. Cahuzac connaissait-il le directeur de campagne de M. Gonel? C'est ça la question? De M. Gonel, de M. Bruguière. Je la pose en creux, puisque s'il y a des enquêtes, moi, je me demande si, à un moment donné, M. Bruguière n'a pas informé son directeur de cabinet. D'accord. Et que, vous voyez ce que je veux dire. D'accord. Donc, alors, je n'ai aucun élément me permettant de penser, petit 1, que M. Bruguière a écouté cet enregistrement, petit 2, que l'aurait-il écouté, il en parle à d'autres, troisièmement, que s'il en parle à d'autres, il en a parlé à son directeur de campagne, qui est un général du cadre de réserve, et quatrièmement, que ce général du cadre de réserve aurait pu m'en parler. Je n'ai vraiment aucun élément. Donc, la réponse est négative. Pas de contact. Excusez-moi, j'ai naturellement eu des contacts avec le directeur de campagne de Jean-Louis Bruguière lorsque nous sommes confrontés en 2007. Ces contacts étaient très brefs, à l'occasion d'un débat, par exemple, entre les deux tours de l'élection législative. Enfin, ils étaient extrêmement superficiels. Le débat, je l'avais avec Jean-Louis Bruguière, je ne l'avais pas avec son directeur de campagne. Pas d'autres questions, M. Gorge? Si, la dernière, parce que, Président, vous écourtez, j'avais demandé quelles questions M. Cahuzac aurait posées pour qu'enfin l'affaire Cahuzac se referme, pour qu'on connaisse bien le dossier Cahuzac. Bon. Je vais moins répondre pour moi que pour l'administration fiscale. J'en ai naturellement plus la charge. Mais je crois que le procès qui lui est fait est très injuste, au risque de me répéter. Je pense que la question telle qu'elle a été posée ne pouvait pas être mieux posée. Et je trouve les accusations, notamment de M. Plenel, tout à fait excessives et injustes. Au regard des informations dont l'administration fiscale disposait objectivement, celle-ci ne pouvait pas poser de meilleures questions que celles qu'elle a posées. Bien, merci de la réponse. Merci de la réponse.
Donc on passe au 9e intervenant, notre collègue Le Borgne. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais, Monsieur Cahuzac, revenir sur votre réaction le 4 décembre et en particulier dans la relation que vous en avez faite au Président de la République et au Premier ministre. Au risque de vous amener à vous répéter et moi-même de reposer une question déjà entendue, que leur avez-vous dit les yeux dans les yeux ce jour-là et que vous ont-ils répondu précisément? C'est la première question. Il y en a deux autres qui en découlent. En avez-vous parlé? On va faire question par question. C'est plus ça. Alors, première question. Il me semble que les yeux dans les yeux, ce fut davantage avec un journaliste célèbre, j'espère qu'il me pardonnera un jour, plutôt qu'avec le Premier ministre ou le Président de la République. Je leur ai menti à tous les deux. J'ai eu le sentiment qu'ils prenaient acte de mes propos. Ils vous ont cru. C'est ça votre réponse. Vous avez eu le sentiment qu'ils vous avaient cru. C'est ça la réponse? Ils ont pris acte de mes propos. Deuxième question. La deuxième question est, en avez-vous parlé à nouveau avec eux jusqu'au 19 mars? Je me suis posé cette question avec le Président de la République, je ne crois pas. Mais on se voyait souvent à l'occasion de réunions, de séminaires de travail. Est-ce que à cette occasion-là, lors d'une discussion personnelle, le sujet est-il venu sur cette question? Je ne crois pas. En tout cas, je n'en ai pas le souvenir. Avec le Premier ministre, nous n'avons jamais abordé le fond de l'affaire. Une fois qu'une question avait été posée, qu'une réponse avait été donnée, j'imagine que et lui et le Président de la République estimaient l'affaire réglée entre nous. En revanche, le Premier ministre, comme d'ailleurs beaucoup, constatait que cette question m'affectait, c'est le moins qu'on puisse dire, et je crois de manière assez humainement compréhensible, me demandait si ça allait. Je lui répondais régulièrement que bien sûr ça allait. Troisième question. Troisième et dernière question, Monsieur le Président. Que dites-vous exactement au Président de la République et au Premier ministre le 19 mars? Que vous répondent-ils? Quelles conclusions en tirez-vous? Réponse. L'information judiciaire est lancée. J'ai déjà indiqué que comme un accord, en tout cas avec un raisonnement simultané, il est jugé que ma position au gouvernement n'est plus possible. Et donc, j'indique au Premier ministre que je dois démissionner. Il m'indique qu'effectivement, je dois démissionner. Nous n'avons pas de désaccord. Et les seules choses qui sont abordées sont les détails pratiques dans ces circonstances, qui ne sont évidemment pas plaisantes. La lettre de démission, à quelle heure doit-elle parvenir? Le communiqué, quand doit-il être diffusé? Ce sont des détails classique quand un membre du gouvernement doit quitter celui-ci pour une raison ou pour une autre et qu'il présente sa démission au Président de la République sous couvert du Premier ministre. Merci. On passe aux questions de Mme Bechtel. Monsieur le Président, Monsieur Cahuzac. Si vous pouviez parler, Mme Bechtel, très près de votre micro, je vous le promets, parce qu'on ne vous Monsieur entend le Président. pas, Je vous le plus proche possible. Est-ce que cela suffit? Oui, très bien. Première question, j'en ai deux. Pendant la période sur laquelle porte la commission d'enquête, qui commence donc le 5 décembre 2012, avez-vous eu pendant toute ou partie de la période un sentiment relatif ou absolu d'immunité résultant de ce que vous auriez pu détenir? Vous avez probablement détenu des informations quant à la situation fiscale de personnalités de l'opposition. Avez-vous pensé que vous étiez protégé par la possession de ces informations? Et si oui, quand avez-vous cessé de le penser? C'est ma première question. Bon, ça, la première question. Les informations fiscales dont je disposais ne concernaient qu'un nombre très limité de cas, qui d'ailleurs étaient les mêmes que ceux auxquels j'avais pu m'intéresser quand j'étais président de la Commission des finances. Je voudrais d'ailleurs, à cet égard, préciser les choses. Spontanément, saisir un dossier fiscal et se plonger dans son étude seul, car le secret fiscal, selon moi, ne peut être partagé, n'est pas la chose la plus intéressante ni même excitante que j'ai pu faire comme président de la Commission des finances ou ministre du Budget. Rentrer dans la vie privée des gens, certains en ont peut-être le goût, ça n'était pas et ça n'est toujours pas mon cas, mais
j'ai eu à le faire pour une raison assez simple, et qui est que quand certains membres du gouvernement précédent, le gouvernement Fillon, étaient interrogés par des parlementaires de l'opposition sur tel ou tel cas, la réponse pouvait parfois varier selon les cas, mais il était un élément commun à toutes ces réponses, et qui était je ne comprends pas votre suspicion. Ce que nous le faisons sous le contrôle du président de la commission des finances, qui est un de vos amis, et qui a tout loisir de vérifier que ce que je vous dis est vrai. À partir du moment où le ministre de l'économie et des finances, ou le ministre du budget, du gouvernement Fillon disait cela, j'étais évidemment obligé d'aller vérifier les choses, et je ne vous cache pas que c'est toujours avec un grand déplaisir que j'entendais cette réponse-là, car cela voulait dire que j'allais devoir à nouveau saisir un dossier pour l'examiner. Il n'y a donc pas eu tant que ça, fort heureusement. Ces dossiers que j'ai eus comme président de la commission des finances, je les ai emportés avec moi quand j'ai été nommé ministre délégué au budget. Je les ai mis dans le coffre du ministre du budget. Et quand la passation de pouvoir est intervenue avec Bernard Cazeneuve, je lui ai donné la combinaison du coffre, je l'ai ouvert et je lui ai dit que les dossiers étaient là et qu'ils étaient désormais à sa disposition. Si je me permets de rentrer dans ces détails, c'est simplement pour indiquer que je n'ai jamais, à aucun moment, pensé que connaître la situation fiscale des uns et des autres pouvait constituer une sorte de levier pour je ne sais quelle fin ou quel but. Deuxième question. Par les proches. Oui, je vous le promets. Elle est la suivante. Vous avez demandé au professeur Terner, qui doit être professeur à l'université de Pau, Pays d'Adour, si je ne m'abuse, une mission d'évaluation de la vente de l'hippodrome de Compiègne, dans laquelle Éric Woerth, vous le savez, est mis en cause. Ce rapport conclut à la légalité de la cession. Vous aviez déjà demandé d'ailleurs d'autres rapports au même expert. Ce rapport conclut à la légalité de la cession, quand plusieurs autres rapports d'experts tendaient au contraire, à des conclusions inverses. Pourquoi avoir demandé ce rapport, alors même d'ailleurs que la Cour de justice de la République est saisie, était et est toujours saisie? Oui, à cette occasion, le fait pour moi d'avoir demandé ce rapport a été considéré par certains comme la preuve d'une collusion entre un ancien ministre du budget, en l'espèce Éric Woerth, et moi-même. J'ai déjà eu l'occasion d'indiquer tout à l'heure qu'Éric Woerth n'avait été destinataire d'aucun courrier me dénonçant, et que quand, comme président de la commission des finances, j'avais estimé que dans l'affaire Bettencourt, Éric Woerth ne me paraissait pas répréhensible en quoi que ce soit, il ne s'agissait pas, quand j'ai tenu ces propos, de je ne sais quel remerciement que j'aurais eu à lui adresser pour je ne sais quelle complaisance à mon égard. Je l'ai dit parce que je le pensais. J'ai cru comprendre, bien que je lise très peu la presse, voire pas du tout ces dernières semaines, il m'a semblé comprendre que dans l'affaire Bettencourt et concernant Éric Woerth, le parquet semble sur le point de renoncer ou d'abandonner toute incrimination à son encontre, il me semble. Je reçois, quand je suis ministre du Budget, ou plutôt je constate que le ministre du Budget a reçu un recours hiérarchique de la part d'un syndicat de l'ONF, demandant au ministre, par cette voie-là, de prononcer l'illégalité de la vente. C'est un dossier que je connais un peu. C'est un dossier sur lequel beaucoup s'accordent pour reconnaître que la vente est probablement litigieuse, pas certainement, mais probablement litigieuse. La Cour de justice de la République est effectivement saisie. Une autre procédure est en cours d'ailleurs qui vise des agents de l'administration. Mais là, il s'agit d'une instance administrative qui est ainsi entamée. Et j'ai trois solutions. La première, ne pas répondre, le refus valant décision. La deuxième, donner suite à ce recours de manière favorable. La troisième, donner suite de manière défavorable. Ne pas répondre ne me paraît pas correct, laissant dans le silence les choses se décider. Et donc j'indique à mes collaborateurs que je souhaite répondre et qu'ils me donnent des éléments pour cela. Les éléments de la direction des affaires juridiques qui me sont communiqués concluent que je dois plutôt donner une suite favorable à ce recours hiérarchique, mais que les conséquences de cette issue favorable à ce recours seront très compliquées sur le plan administratif, car
bien que litigieuse, cette décision a néanmoins créé des droits et qu'on rentrerait dans une complexité administrative absolument redoutable. C'est en tout cas ce que les juristes m'indiquent. Ou bien je peux donner une réponse défavorable, ce qui n'est pas la solution que je privilégie. D'abord parce que, comme parlementaire, il m'a semblé que cette vente était effectivement litigieuse et que, comme ministre, je n'ai pas vraiment changé d'avis. Et donc, j'en suis là de mon raisonnement quand il m'est suggéré de demander une étude juridique au professeur Terner, qui n'est pas, contrairement à ce que je crois certains journalistes ont pu dire, un professeur anodin ni anonyme d'une obscure faculté de Pau, qui est quelqu'un qui, en droit administratif, fait plutôt autorité, référence, qui a été consulté par beaucoup de collectivités quand des problèmes administratifs compliqués se posaient à elle, et qui d'ailleurs a régulièrement trouvé de bonnes solutions. Bref, j'ajoute, pardonnez-moi, que le professeur Terner m'a été présenté par quelqu'un qui fut un ami très proche, qui j'avais beaucoup confiance. Donc je n'ai pas de raison de récuser le nom qui m'est suggéré, bien au contraire. Et donc je demande au professeur Terner de faire une étude. Et quand je lui demande, je suis convaincu qu'il va conclure que je dois accepter ce recours hiérarchique. Il se trouve que son rapport conclut que je dois le rejeter. Demander un rapport et ne pas suivre sa conclusion serait absurde. Je le rejette donc. Pas d'autres questions, Mme Bechtel? Terminé. Bien, on passe à notre collègue Eckert. Je peux apporter une précision sur ce Oui, sujet, oui, Monsieur le Président, avec votre autorisation. Il me semble que le syndicat de l'ONF, sur le fondement de ce rejet, a voulu un ST devant la juridiction administrative et que, comme cela m'avait été indiqué, ils n'ont pas été jugés fondés à agir et donc déboutés pour des raisons de forme. Oui, ils ont été déclarés irrecevables. Bien, on passe à M. Eckert. Nous avons encore 6 intervenants. Merci, Monsieur le Président. Je n'ai plus qu'une seule question. Les autres ont été évoqués par nos collègues. Et elle prolonge le propos que vous venez d'avoir à l'instant. Y a-t-il eu, à un quelconque moment, un accord entre vous-même, des membres, enfin, vos prédécesseurs au poste que vous avez occupé en tant que ministre du Budget, sur le fait que un certain nombre de dossiers fiscaux ou de présence sur des listes qui ont été évoquées tout à l'heure auraient conduit à ce qu'il y ait une espèce de collusion et d'autoprotection, parce que c'est un sujet qui est quand même très souvent évoqué, trop souvent évoqué par la presse. J'ai moi-même, sur le dossier HSBC, usé des pouvoirs que vous aviez en tant que président et que j'ai en tant que rapporteur général. Je m'expliquerai prochainement sur le sujet par écrit devant la commission au travers d'un rapport, mais on entend très souvent, il y a eu l'hippodrome, le rapport de Compiègne, notre collègue vient de l'évoquer, mais trop souvent, en tout cas très souvent, des allusions au fait qu'il y aura un accord pour avoir caché un certain nombre d'informations entre notamment M. Woerth et vous-même. Bien, c'est une question grave, celle que pose Monsieur le rapporteur général. Ces rumeurs sont sans fondement. Vous pouvez disposer de ce qu'on appelle la liste HSBC, tout comme votre président Gilles Carrez. Il vous est donc assez simple de vérifier ce qu'il en est. Pas d'autres questions, M. Eckert? Pas d'autres questions, M. Eckert? Donc on passe à M. Darmanin. Oui, Monsieur Cahuzac, en vous entendant, mais surtout en entendant les autres intervenants au fil de ces auditions, on a l'impression qu'alors que toute la France parle de cette affaire depuis le 4 décembre, au sein du gouvernement, au sein des services de l'État, puisque c'est l'objet de notre commission d'enquête, on en parle très peu. Votre directrice de cabinet nous dit qu'elle vous a posé une fois la question et que finalement on n'a jamais parlé d'une réunion de cabinet, ni au cabinet de M. Moscovici, ni même en réunion des directeurs de cabinet de Matignon. Alors, je voudrais reprendre la question avec une explication peut-être de votre part, M. Cahuzac. Vous avez dit le 5 décembre que M. Hollande et M. Ayrault nous avaient posé une question de confiance. Est-ce que vous avez ou pas ce compte? Vous avez répondu non, vous avez menti. Notre collègue tout à l'heure a dit finalement, est-ce qu'ils vous ont reposé la question? Vous n'avez pas été extrêmement précis. J'ai envie de vous dire,
au fur et à mesure des révélations de Mediapart qui ont agi comme un feuilleton, notamment lorsqu'il y a eu des documents ou des témoignages qui ont été publiés, est-ce que le président de la République, est-ce que le Premier ministre, est-ce que votre ministre de tutelle, M. Moscovici, vous ont clairement posé la question, êtes-vous sûr finalement de ne pas avoir ce compte, on pourrait en parler? Vous avez répondu, ils m'ont juste demandé si ça allait. Réponse. Je suis évidemment, si vous me permettez cette expression, un peu jugé parti concernant le travail que vous semblez apprécier des journalistes de Mediapart. J'ai, moi, la conviction que ce sont beaucoup moins les journalistes de Mediapart qui ont permis à la vérité d'éclater que les services du procureur. Car si vous voulez bien vous donner la peine de relire les articles qui ont été publiés, vous constaterez que pendant des semaines et des semaines, ces articles ne faisaient que répéter ce qu'ils avaient dit d'emblée, puisque Mediapart estimait disposer d'un faisceau de 3 éléments de preuve, dont je ne peux malheureusement pas parler, dont la procédure est saisie et dont le procès montrera ce qu'elle valait en réalité. Et donc, dès lors que ce sont les services du procureur qui ont objectivement très bien travaillé, je dis ça sans aucune amertume, c'est ainsi, je ne juge pas choquant qu'aucun au sein du gouvernement m'en ait parlé, car le procureur et ses services n'avaient pas eux-mêmes à en parler à d'autres. Quoi qu'il en soit, ni la garde des Sceaux ni le ministre de l'Intérieur ne m'ont jamais rien dit. Je ne peux naturellement pas savoir ce que eux auraient pu dire à d'autres. Cette question-là, si je peux l'entendre, je ne peux pas y donner de réponse. Merci de la réponse. Je rappelle simplement aux membres de la commission que c'est Guy Plenel qui a saisi la justice. Bien. Pas d'autres questions, Monsieur Darmanin? Bon, donc on passe. On a encore 4 intervenants. Monsieur Thévenoud. Merci, Monsieur le Président. Madame Dalloz, tout à l'heure, faisait allusion à des flottements. Nous nous interrogeons sur des dysfonctionnements. Moi, je veux quand même rappeler qu'il s'écoule 117 jours entre le 4 décembre et le 2 avril. 117 jours seulement pour faire éclater la vérité dans cette affaire. On voudrait que dans d'autres affaires politico-judiciaires, la vérité eût éclaté plus vite. 2 questions, Monsieur Cahuzac. Première question, parce que c'est un élément nouveau que vous nous apportez cet après-midi, la rencontre avec Éric Woerth. Vous avez dit lui avoir parlé avec lui directement du rapport Garnier. Je voudrais que vous précisiez la date. Était-ce avant l'ouverture de l'information judiciaire qui a eu lieu le 4 janvier? Vous a-t-il répondu immédiatement ou a-t-il dû faire appel à ses souvenirs ou vous a-t-il répondu plus tard? Est-ce que vous pouvez préciser les choses sur votre rencontre et la nature de l'entretien et le contenu de l'entretien avec Éric Woerth? Réponse. C'est une rencontre fortuite, encore une fois, c'est après les questions d'actualité. Elle est fortuite, même si je cherche à le voir pour l'interroger sur ce qui m'a été présenté comme un courrier lui étant adressé et me dénonçant comme titulaire d'un compte non déclaré à l'étranger. Éric Woerth me répond très clairement et tout de suite qu'il n'a jamais reçu un tel courrier et que s'il avait reçu ce courrier, il aurait évidemment et immédiatement lancé une enquête me concernant. Je pense que cet entretien doit avoir lieu au tout début décembre. Cette conversation, plus qu'un entretien, pardon, cette conversation doit avoir lieu au tout début décembre, non pas janvier, mais décembre. Après le 4. Et je n'interroge pas Éric Woerth sur le rapport Garnier, je l'interroge sur ce que serait un courrier, car les journalistes de Mediapart me parlent d'un courrier que Rémi Garnier a envoyé à Éric Woerth et me désignant explicitement comme titulaire d'un compte non déclaré à l'étranger. On sait désormais que, à tout le moins, cette affirmation était très imprécise. Vous confirmez bien que cet entretien a lieu après le 4 décembre? Oui, bien sûr. Oui. Deuxième question, Monsieur Cahuzac. Pardon, elle a lieu après que j'ai rencontré les journalistes de Mediapart
qui m'affirme qu'Éric Woerth a reçu un courrier de Rémi Garnier. Et donc, je vais voir Éric Woerth en lui demandant s'il a effectivement reçu un courrier de cette nature. C'est à quelle date, monsieur le ministre? Parce que la question de notre collègue, c'était avant ou après le 4 décembre? C'est lundi 3, mardi 4. C'est soit dans l'après-midi du mardi, soit dans l'après-midi du mercredi, puisqu'il faut pour cela que j'ai d'abord vu les journalistes de Mediapart et je les vois le mardi matin. Donc c'est juste après les questions d'actualité ou le mardi. Après les questions d'actualité du mardi ou du mercredi. Après, pardon. Bon. Monsieur le Donc Président, c'est juste avant la révélation, soyons bien précis. C'est un jour ou deux avant la révélation par Mediapart, puisque non. Oui, ben, j'ai cru comprendre c'était avant, M. Cahuzac. C'est avant ou c'est après? Parce que c'est la question de notre collègue. Je n'ai pas parlé. Oui, mais c'est à quelle date? Monsieur le Président, je n'ai pas parlé de révélation, j'ai parlé d'entretien. Oui, mais cet entretien, il a lieu à quelle date? Je vous l'ai indiqué le mardi matin. Mais c'est quelle date? Le 4 décembre. C'est-à-dire le jour même, d'accord. Le jour même. Donc c'est ni avant ni après, c'est le jour même. Monsieur le Président, je vous ai indiqué que c'était soit le 4, soit le 5. Ça, ma mémoire me trahit. Ça a été publié le 4. Bien. Autre question? Oui, Monsieur le Président. Nous pourrions peut-être vérifier cette information directement auprès de notre collègue Éric Woerth en l'invitant à venir devant notre commission d'enquête. En tout cas, je vous en fais la proposition. Deuxième et dernière question, Monsieur Cahuzac, pour prolonger celle de mon collègue et voisin Pierre-Yves Leborgne. Est-ce qu'après votre démission du gouvernement, c'est-à-dire après le 19 mars, entre le 19 mars et le 2 avril, vous avez eu des contacts directs sur cette affaire avec Monsieur le Président de la République et Monsieur le Premier ministre ou un autre membre du gouvernement? Après ma démission du gouvernement, je ne crois pas avoir eu de contact. Je n'ai pas eu de contact. Je n'ai pas eu de contact avec le Président de la République. Je ne crois pas avoir eu de contact avec le Premier ministre. Terminé. Donc on passe à Monsieur Morin. Pardon, c'est une période un tout petit peu. On demande troublée. la parole au président, Monsieur Cahuzac. Vous souhaitez prendre la parole? Bon, je vous la redonne. Oui, je voulais simplement indiquer que cette période était un tout petit peu troublée. Alors, je ne sais plus si c'est entre le 19 mars et le 2 avril ou après le 2 avril. Je ne sais plus. Mais un jour, je reçois un coup de téléphone sur mon portable de Matignon. Peut-être cela va-t-il vous détendre et j'espère que cette histoire ne me fâchera pas davantage avec d'autres responsables politiques. Mais je reçois un coup de téléphone de Matignon où l'on m'a dit que le Premier ministre souhaite me parler. Naturellement, je suis à la disposition du Premier ministre. Et quand j'entends sa voix, le Premier ministre me dit « Allô, Bernard ?» Mais je dis « Non, ça c'est le nouveau ministre du Budget. Moi, je ne suis que l'ancien. » et il s'excuse de sa méprise. Ça doit être le seul contact. Merci de cette réponse. Pas d'autres questions? Donc, nous passons à Monsieur Morin. Monsieur le ministre, j'ai plus qu'une seule question à vous poser. Moi aussi, comme mon collègue, je suis très franchement, c'est presque un hommage qui vous est rendu, qui est une telle passivité des différentes autorités de l'État pour essayer d'en savoir un peu plus entre le mois de décembre et le mois de mars, en quelque sorte. Le directeur de cabinet de Moscovici dit ne s'est jamais intéressé à l'histoire, le Premier ministre ne vous en parle pas, le Président de la République ne vous en parle pas, le patron de la DCRI ne mène aucune enquête, bref, peu importe. Mais, en quelque sorte, c'est l'hommage à votre parole derrière ça. La seule question que je voudrais vous poser, c'est celle-ci. On a évoqué, Monsieur Gonel évoque vos relations notamment avec l'industrie pharmaceutique et le fait que vous avez financé beaucoup d'associations ou de manifestations sportives ou culturelles dans votre circonscription, dans votre ville. Quand s'arrêtent vos relations avec l'industrie pharmaceutique et notamment vos relations de conseil? Réponse? L'accusation ou l'affirmation, car la chose ne serait pas illégale, mais l'affirmation selon laquelle l'industrie pharmaceutique aurait financé, pour reprendre votre expression, monsieur le député, beaucoup d'associations, de manifestations culturelles et sportives est une affirmation imprécise au point d'être erronée. Deux laboratoires pharmaceutiques ont financé l'un, un club de rugby à 15, l'autre, un club de rugby à 13. C'était fait de façon tout à fait publique et transparente.
J'ai bien eu conscience à l'époque que cela pouvait agacer certains de mes opposants, et j'ai le souvenir qu'après ma défaite en 2002, ces sponsoring, car dans ce milieu-là on parle de sponsoring, ont été arrêtés. Est-ce que le fait que l'industrie pharmaceutique, c'est-à-dire un laboratoire à chaque fois, est aidé sous forme de subvention des clubs de ma circonscription, est-ce que selon vous il s'agit de relations avec l'industrie pharmaceutique? Si oui, alors elle s'arrête en 2002. Il s'agissait de quel laboratoire? Et vos fonctions de conseil? Attendez, il s'agissait de quel laboratoire? Alors pour le club de rugby à 15, il s'agissait du laboratoire Pierre Fabre, et pour le club de rugby à 13, il s'agissait du laboratoire UPSA. D'accord. Question. UPSA étant installé à Agen. Oui. Question et suivante. Je veux dire, ces financements étaient tout ce qu'il y a d'officiel, public. Je dois lire assez apprécié des dirigeants des clubs. Ouais. Monsieur Morin. Et sur vos fonctions de conseil avec l'industrie pharmaceutique, vos relations sont arrêtées quand? Alors, je n'ai plus eu de contrat avec l'industrie pharmaceutique à compter de 1997, c'est-à-dire mon élection de député. Et de mémoire, les derniers contrats ont été purgés en 1998, et la dite société est en sommeil depuis 2002. Cette réponse, monsieur le rapporteur, avant que je passe la parole à monsieur Azaf. Oui. J'ai écouté avec attention l'intervention de notre collègue Morin. Dans notre périmètre de réflexion, et je voudrais rappeler quelques dates à notre commission, ces choses évolueront peut-être au fur et à mesure de nos auditions. Il y a une question centrale. Y a-t-il eu entrave dans le travail de la justice? Alors, quand notre collègue Morin dit « il ne s'est rien passé », je voudrais rappeler 4 dates. Il faudra qu'on en discute ensemble après. Le 16 janvier, M. Gonel remet l'enregistrement aux policiers. Le 24 janvier, le laboratoire indique au procureur que l'enregistrement n'est pas trafiqué et pouvait permettre une comparaison de voix. Et le 18 mars, il y a la transmission du rapport des experts de la police technique et scientifique sur l'enregistrement à l'autorité judiciaire. Et le lendemain, le parquet ouvre une information judiciaire. Moi, un des petits enseignements que je retire au point de notre commission d'enquête, c'est quand la justice est saisie sur cette affaire, elle fait son travail et elle n'est pas, jusqu'à nouvelle preuve, entravée. Je pense, monsieur le rapporteur, que la question de monsieur Morin ne visait pas le fonctionnement de la justice. Non, mais simplement, j'ai bien entendu. Mais simplement que rien ne s'est passé, au moins, on peut être d'accord là-dessus, on aura un autre débat. La justice a pu travailler correctement dans ce travail. Monsieur le rapporteur, Voilà. nous continuons notre audition. La parole est à notre collègue. Il n'y a pas d'autres questions, monsieur Morin? Non, mais je ne conteste pas, en effet, que la justice ait fait son boulot. Ce que je veux dire, c'est que quand il y a une affaire aussi lourde pour le fonctionnement de l'État que personne ne s'en préoccupe, c'est quand même assez curieux. Quoi. Oui, voilà, mais nous reviendrons dans nos autres. Alors, la parole est à notre collègue Assaf. Merci, Monsieur le Président. J'aurais 2 questions. Une première, finalement toute simple. Monsieur Cahuzac, entre le 4 décembre et le 19 mars, à qui vous êtes-vous ouvert? À qui avez-vous avoué détenir un compte à l'étranger, amis, membres de votre famille, avocats, journalistes, collègues, collaborateurs? Avant de répondre à votre question, avec votre autorisation, Monsieur le Président, pour Monsieur Morin, c'est 90 ou 99, la purge des derniers contrats. De mémoire, je ne peux m'en souvenir, c'est trop ancien. L'une de ces 2 années. Mais je m'insiste pour répondre à cela, car je crois pouvoir le faire. Je ne me défausse pas derrière la procédure judiciaire, et pour autant, votre question n'est pas de manière évidente dans le cadre de la commission d'enquête. Mais je m'efforce de répondre à votre interrogation pour au moins lever cette ambiguïté-là. Monsieur le ministre, pour moi, elle a un sens avec la commission d'enquête parce qu'elle repose aussi sur toute la question des conflits d'intérêts dont nous avons débattu pendant 3 jours et 3 nuits, dont votre serviteur, à l'Assemblée nationale la semaine dernière. Bon, merci. La parole est à notre collègue Assaf. La première, mais on n'a pas eu la réponse.
Non, mais je sais. Je n'ai dit la vérité à personne, et en particulier pas à mon avocat, qui était aussi un ami et qui a donc été en droit de s'en formaliser de manière assez vigoureuse à mon encontre, et que ce que je dois désormais assumer avec le reste. Je n'ai pas dit la vérité à mes amis, je n'ai pas dit la vérité à mes collègues, je n'ai pas dit la vérité à mes collaborateurs. C'est ainsi. Personne donc. Deuxième question. Ma deuxième question, un peu plus délicate, un peu plus gênante, mais je m'en voudrais de ne pas vous la poser. Eu égard à vos déclarations devant la représentation nationale au tout début mars, et fort de vos propos en début d'audition à propos de 2 tabous non transgressés pendant toute cette affaire, je vous cite, pas de mensonge écrit à mon administration, et vous n'avez pas juré sur la tête de vos enfants. Dès lors, qu'est-ce qui peut permettre à notre commission de ne pas mettre en doute vos déclarations de ce jour? Réponse sur cette question éthique. Je pense que vous avez davantage la réponse que moi-même. Je rappelle aux collègues que la différence des mensonges prononcés dans l'hémicycle qui ne font l'objet d'aucune sanction de nature pénale, les mensonges devant notre commission d'enquête, eux, peuvent en faire l'objet à l'initiative du président de votre commission, qui ne manquerait pas de l'utiliser si nous considérions que l'une des personnes que nous avons auditionnées nous a menti. Bien, mais nous en reparlerons. Pas d'autres questions? Bien, encore 2 intervenants. Monsieur Houillon. Merci, Monsieur le Président. Je vais vous satisfaire en étant bref, car il est vrai que l'intérêt des questions s'émousse au fur et à mesure que j'ai compris, ça n'engage que moi et je peux me tromper, que M. Cahuzac était venu ici avec l'intention de ne pas répondre à la Commission. Monsieur le Ministre, j'ai lu que les éditions Robert Laffont déclaraient que vous alliez, à la rentrée de septembre, sortir un livre sur votre version de l'affaire qui porte votre nom. Est-ce que c'est exact ou non? Chers collègues, c'est un peu limite du point de vue de la question. Non, c'est pas limite. Je vais venir après à la deuxième question. Vous verrez que ça n'est pas limite. Si M. Cahuzac veut y répondre. Pas limite, ça porte atteinte à rien. C'est une information que j'ai lue. Et sur la version, voilà, c'est ce qui dit, ce que disent les éditions Robert Laffont. Bon. Tout. Monsieur Cahuzac. Je ne crois pas que les éditions Robert Laffont disent cela, mais je ne veux pas vous contredire, monsieur le député. Quoi qu'il en soit aujourd'hui, si j'ai bien l'intention d'écrire un ouvrage, je n'ai signé de contrat avec aucun éditeur, pas plus Robert Laffont qu'un autre. Et donc j'imagine mal que les éditions Robert Laffont puissent affirmer que tel est pourtant le cas. J'en profite d'ailleurs pour préciser que ceux-là même qui ont donné cette information ont cru possible d'indiquer un montant comme à valoir sur droit d'auteur. Le montant qui a été indiqué est farfelu. Deuxième question, M. Houillon. Bien, donc je prends note à la fois qu'aucun contrat n'est signé, mais en même temps qu'effectivement, vous avez le projet, ce qui est votre droit naturellement, de sortir un livre sur votre version de cette affaire. Alors moi j'ai une question un peu technique. Qu'est-ce qui vous permet de penser que vous êtes autorisé dans un livre à raconter votre version de l'affaire et que vous ne le seriez pas à répondre aux questions de la commission d'enquête, sachant que vous répétez sans cesse que vous ne pouvez pas répondre à cause de l'affaire judiciaire, ce qui est, pardonnez-moi, techniquement totalement inexact, puisque l'article 11 du Code de procédure pénale permet à la personne mise en examen, elle n'est pas tenue à quelque secret que ce soit, elle a même le droit de mentir. Réponse. Vous semblez préjuger, monsieur le député, de ce que je souhaite écrire dans ce livre. Si je parviens à finaliser ce projet, j'espère que vous serez un de mes lecteurs et que vous changerez alors d'avis. C'est un livre qui n'aura pas d'intérêt par rapport aux questions qu'on se pose. Alors je vous l'offrirai, vous n'aurez pas à l'acheter. Bien, j'espère qu'on aura les réponses aux questions sur lesquelles M. Cahuzac n'a pas répondu. Bien, pas d'autres questions, M. Houillon? Terminé. Alors, il nous reste
notre collègue Fourage. Merci, Monsieur le Président. Moi, je ne m'hasarderai pas à avoir des commentaires sur les conclusions de notre commission, comme certains de nos collègues avant, parce que je trouve que ce n'est pas le moment et ce n'est pas le lieu. Moi, j'ai juste une question à vous poser, Monsieur Cahuzac. Vous avez été président de la Commission des Finances. Il y a l'existence de ce compte, Monsieur Gonel, ainsi de suite, qui en parle depuis un certain nombre d'années. Est-ce que vous avez une explication pourquoi l'existence de ce compte, cette affaire sort maintenant? Pourquoi maintenant? Pourquoi pas alors que vous étiez président de la Commission des Finances? Moi, c'est une question que je me pose et à laquelle je n'ai pas de réponse. Est-ce que vous avez une réponse? Je n'ai que des hypothèses. Si j'en crois les déclarations faites sous serment, cet enregistrement est fait à la fin de l'année 2000 et n'est finalement rendu public qu'à la fin de l'année 2012. Entre-temps, il y a Villeneuve-sur-Lot, comme ailleurs, se sont déroulées des élections municipales, cantonales, législatives. Il m'a semblé, des propos tenus par l'administration fiscale, qu'en fait, en 2001, 2006 et peut-être même 2011 ou 2012, des tentatives avaient été faites pour activer ou réactiver cette affaire, dont je regrette bien sincèrement qu'elle n'ait pas abouti. Ça vous aurait évité d'avoir à constituer cette commission d'enquête, Monsieur le Président. Mais c'est ainsi, personne n'en a parlé publiquement jusqu'à ce 4 décembre 2012, avec l'article 1er de l'organe de presse Mediapart, sous la signature de Fabrice Arfi. Pourquoi maintenant? Incontestablement, quand on refait la chronologie de novembre 2000 à décembre 2012, cette affaire éclate au moment où cela doit faire le plus mal. Je crois qu'il est difficile d'envisager faire plus mal que ce qui s'est passé. Autre question? Non? Moi j'ai deux autres questions à vous poser. Vous avez reconnu publiquement que vous aviez un compte à l'étranger. Est-ce que vous pourriez expliquer à la Commission quel en était le montage juridique? Puisque d'après les réponses de la DGFiP, il y a plusieurs montages possibles qui expliqueraient l'inefficacité de la convention fiscale franco-helvétique, le compte omnibus, c'est-à-dire un homme d'affaires qui ouvre un compte et à l'intérieur duquel il y a des sous-comptes, ce qui fait qu'on ne trouve pas le détenteur du compte, et puis un système plus sophistiqué qui est le système du trust. Est-ce que vous pourriez nous indiquer quel était le montage dans vos comptes à l'étranger? Je ne vous l'indiquerai pas, Monsieur le Président, car ces réponses-là, je les dois d'abord à deux juges d'instruction, quelle que soit l'interprétation, je m'en excuse auprès de lui, du député Houillon. Pour autant, et d'un point de vue général, il m'a semblé que les explications qui ont été données par les responsables des différents services fiscaux à Bercy ont semblé intéressantes, même convaincantes. Telle qu'elle fut formulée, la demande d'entraide administrative permettait, j'ai en tout cas été convaincu par leurs propos, d'éviter que cet artifice juridique ne masque la vérité. Ce n'est pas ce que nous a dit l'adjoint du DGFiP, puisqu'il nous a indiqué trois hypothèses que vous avez rappelées tout à l'heure dans l'une des réponses à des questions. Il nous a dit hypothèse H1, UBS a menti. Vous partagez le sentiment de la DGFiP, c'est que cette hypothèse est très invraisemblable. Il a évoqué l'hypothèse H2, qui est la question que je vous pose, c'est-à-dire un montage juridique qui fait que quand vous balayez, vous ne pouvez pas trouver, parce qu'il y a un compte omnibus, un compte globalisé, comme vous voudrez, et un dispositif de trust à partir duquel ceci intéresse la Commission, notamment dans ses conclusions, et quant à l'efficacité de l'administration fiscale, puisque toute la Commission a été troublée de constater une réponse négative, et 2 mois plus tard, on trouve que vous aviez bien un compte, allez, on va dire, à l'étranger. Donc vous ne pouvez pas répondre à cette question pour aider la Commission.
Là, en l'espèce, vous ne posez pas une question, vous faites un constat. Vous faites le constat que l'administration helvétique a rapporté à l'administration française une réponse qui était négative, en vous étonnant que cette réponse négative puisse être compatible avec ce qui, in fine, s'est avéré être la vérité. Je pense que la procédure judiciaire, quand elle sera connue, vous donnera une explication qui n'est probablement pas celle à laquelle vous faites référence, Monsieur le Président. Ce n'est qu'une hypothèse. Bon, je constate que vous répondez. Alors, j'ai une autre question à vous poser. Vous reconnaissez que c'est bien vous qui parlez dans l'enregistrement qui remonterait effectivement à fin 2000, dit enregistrement dont disposait M. Gonel. C'est bien votre voix. Je ne l'ai moi jamais reconnu. La police scientifique a estimé qu'à 60% c'était ma voix. Et vous, vous confirmez ou vous infirmez? C'était vous ou c'était pas vous? Puisque vous avez fait des déclarations pas toujours claires là-dessus. Est-ce bien vous? Monsieur le Président, si je peux vous le demander, j'aimerais que les deux périodes ne soient pas confondues entre avant et après le 2 avril. Avant le 2 avril, je veux bien vous donner acte que les propos que j'ai pu tenir n'ont pas toujours été convaincants, encore qu'ils semblent l'avoir été pour beaucoup. Depuis le 2 avril, les choses ont changé, la chose n'a pas dû vous échapper, et je n'ai pas tenu de propos sur cet enregistrement. Et je n'ai pas l'intention d'en tenir tant que la justice n'aura pas totalement éclairci cette affaire. Donc, vous ne devez pas dire à la commission, parce que c'est quand même cette pièce qui a convaincu le procureur, d'après ce qu'il nous a expliqué ici, de faire une enquête préliminaire, puis de déclencher l'enquête. Et donc, vous ne voulez pas répondre, parce que non, vous avez c'est fait... pas une question, vous me demandez un commentaire sur ce que le Non, je ne demande pas un commentaire. Je vous demande, reconnaissez-vous, oui ou non, que c'est bien vous qui parlez dans cet enregistrement qui a été à l'origine de toute cette affaire? La police scientifique identifie ma voix à 60%. C'est tout ce que je peux vous dire. Et vous, à combien? 60%. Également. Merci. Mes chers collègues, y a-t-il d'autres questions? Puisque moi, j'ai épuisé tous ceux d'entre vous qui ont demandé la parole. Oui, M. Fasquelle l'avait relevé, puisqu'il a déjà parlé une première fois. Vous avez une question complémentaire? J'avais posé une question, je n'ai pas eu de réponse, mais c'est vrai que j'avais posé plusieurs questions assez rapidement. C'était sur une phrase qu'on vous prête, je voulais savoir si c'est exact, quand vous avez pu dire que c'était moins grave de mentir 5 secondes devant 577 députés que depuis un an sur l'état de la France. Puis je voulais aussi vous poser une autre question, parce que je pense que certains d'entre nous l'avons en tête. À la question. Est-ce que vous avez renoncé, oui ou non, à la vie publique et à la vie politique? On vous a prêté des intentions de retour à l'Assemblée, des intentions pour l'initiative de Villeneuve-sur-Lot. Vous n'êtes pas obligé de répondre à cette question, mais je me permets malgré tout de vous la poser. Mon cher collègue, je vous ai dit en introduction quelles étaient les règles. Et j'ai dit que les questions hors champ, j'arrêterai là. C'est le cas. Bon, mes chers collègues, je vous remercie de votre forte participation à cette séance, puisque plus des 2/3 de nos collègues membres de la commission ont posé de nombreuses questions. Je vous en remercie. Et donc, rendez-vous la semaine prochaine. Comme vous l'a indiqué, monsieur le rapporteur, nous vous lirons la lettre de monsieur Bézard, qui a évoqué tout à l'heure monsieur le rapporteur, sur 2 points. Alors, je vous rappelle que nous attaquons mardi matin à 8h45